Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 32 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Une grosse semaine après avoir enregistré notre dernier épisode avec Bastien Trash Talk sur la reconstruction, on va se rapprocher de nouveau un petit peu du terrain et pour cela je suis comme d'habitude avec Constant. Comment ça va Constant ? Bah ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour aux nouveaux là, qui ont dû débarquer depuis une dizaine de jours là. On a bien vu qu'il y en a 2-3 qui ont découvert la chaîne. On vous remercie si vous continuez à nous écouter même quand on n'a pas d'invité et quand on va parler du terrain. Et sinon, bah pour les anciens, la base, très heureux de vous retrouver pour parler un peu plus terrain, un peu plus basket. Ça fait quand même pas de mal. C'est ça. Et encore, vraiment basket, je sais pas, puisque le sujet du jour, c'est quand même un homme qui est pas sur le terrain, il faut le dire. C'est un sujet d'ailleurs pas forcément facile et qui va un petit peu changer ce qu'on a pu faire sur toute la saison. Ben, le sujet c'est Mark Daigneault, seulement lui. Donc podcast entièrement consacré au jeune coach du Thunder aujourd'hui. On va essayer un petit peu d'analyser ce qu'on a pu voir de lui cette année, que ce soit en termes de jeu, donc ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il a mis en place, que ce soit aussi en termes d'attitude, de relations avec la franchise, les médias, les joueurs, enfin un peu tout en fait de ce qu'on a à dire du coach rookie de l'année dernière. Avant de commencer, juste petit rappel sur qui est Mark Daigneault. Déjà à 35 ans, c'est le coach le plus jeune en NBA. Alors ça a été l'année dernière, est-ce qu'il y en a des nouveaux plus jeunes ? Je crois pas. J'ai pas Je pense checké. pas. Ryan Saunders devait pas être loin à un Non, je moment. crois qu'il était un tout Bon petit peu plus après. vieux, ouais. Après, il a été viré, donc ça change pas grand-chose. Mais là, je pense qu'en termes d'âge, c'était le plus proche. Après, Ime Udoka au Celtics doit pas être très Ouais, très vieux non plus. ouais, même Nash c'est pas excessivement vieux non plus par exemple. Bah Nash, il a quand même la quarantaine passée. Ouais, Hein, ouais, donc, il a la quarantaine passée, donc quand même un peu plus. Daigneault a commencé en tant que student manager de 2003 à 2007 au Huskies de Connecticut. Ça remonte un petit peu, mais il est très jeune déjà. Beau programme. Hein. Ouais, il a obtenu son diplôme là-bas, il est ensuite devenu assistant coach là-bas directement, ils ont souhaité le garder. Ensuite 2010-2014, quelque chose dont on a déjà discuté, il était assistant aux Florida Gators sous un certain Billy Donovan qu'on connaît bien aussi, qu'il retrouvera. Qu'il retrouvera d'ailleurs plus tard au Thunder, logiquement. Il est ensuite recruté par OKC, du coup avant Billy Donovan, puisque de 2014 à 2019, il est le coach du OKC Blue, l'équipe de G-League du Thunder, avec une équipe avec laquelle on en reparlera peut-être un petit peu plus tard sur une question que j'ai pour toi. Il a eu quand même pas mal de succès, qu'il a amené plusieurs fois en playoff assez loin, etc. Donc plutôt du bon travail avec cette équipe-là. 2019, il devient officiellement assistant de Billy Donovan pour OKC, la vraie équipe, le Thunder. Et ensuite, l'année dernière, il prend son poste actuel qui est désormais le head coach du Thunder. À mentionner quand même, au-delà de ça, c'est pas un ancien joueur, c'est quelque chose qui peut-être pour toi pas, enfin on verra si ça a une importance ou pas, ça en a pour certains en tout cas, le fait que ça soit pas un ancien joueur professionnel. Et il a des parents, c'est quelque chose qui est sorti assez rapidement et qui a beaucoup joué sur son développement aussi, qui était déjà très investi dans les processus de formation, dans l'éducation, dans la pédagogie avec les jeunes, etc. Donc c'est quelque chose qui a été mentionné aussi. Ça peut être pris en compte. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Constant, question assez globale, je t'y ai préparé un petit peu avant. Si tu avais une première chose à me dire sur Mark Daigneault, ça serait quoi au bout de cette saison de coaching ? Ce serait mini révolution. Bon, c'est un mot avec un tiret, donc ça fait 2 mots, donc je triche un peu. Mais ce serait, bon, allez, entre transition et révolution quelque part. Tu vois, si tu compares à ce qui avait été fait précédemment avec Billy Donovan, tu vois que le style Mark Daigneault, je dis pas qu'il s'est affirmé en tant que coach dès sa saison rookie, mais il a quand même marqué une certaine rupture avec ce qui s'était fait au Thunder avant, même sous Scott Brooks. Même si c'est difficile de comparer Scott Brooks et Mark Daigneault parce que là pour le coup l'ère de la NBA et le jeu est complètement différent. Mais ouais, pour moi il y a une petite rupture dans le jeu d'OKC. Alors est-ce que c'est dû au changement d'effectifs et au changement de politique aussi qui a été appliqué par Sam Presti depuis maintenant 2 ans possiblement, mais dans le jeu ouais il y a encore des fondations qui ont été posées par Billy Donovan sur lequel Mark Daigneault se base. Mais d'une certaine manière, il n'a pas hésité à montrer quand même, et dès la pré-saison on en parlait, et dès les premiers matchs on en parlait, il a quand même pas hésité à très vite imposer son style, sa patte, pour se démarquer un petit peu de ce que faisait Billy Donovan précédemment. Alors ça peut donner des résultats convaincants, parfois des résultats moins convaincants, mais ouais, si je devais retenir un mot de la saison rookie de Mark Daigneault, ce serait un début de rupture avec ce qui était fait précédemment.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que si je me souviens du podcast à l'annonce du choix de Presti pour Daynold en tant que coach, on avait un peu cette crainte qu'il fasse du Billy Donovan, parce qu'on l'a dit, assistant de Donovan à Florida, assistant ensuite en NBA pour lui. Alors, il connaît très bien la franchise, il y est depuis maintenant très longtemps, depuis 6 ans. Depuis 7 ans. Hein. Ouais. Donc on pouvait quand même se douter qu'il y avait du travail fait en amont, qu'il connaissait bien toutes les ficelles de la franchise, mais on pouvait avoir un petit goût, un arrière-goût, on se dit, peut-être que on va avoir du Donovan un petit peu amélioré, mais sans plus, en fait. Donc c'est intéressant de dire déjà que, pour toi, il y a une mini-révolution, et je pense qu'on le verra ensuite avec toutes les stats, toutes les choses qu'on a à dire. Effectivement, il y a quand même pas mal de changements. Après, à voir si ces changements, encore une fois, je pense comme toi, il y a une part de lui où il a imposé sa patte, mais bien sûr que les changements d'effectifs, que les objectifs largement revus à la baisse, toutes ces choses-là jouent forcément dans ces changements-là. Encore une fois aussi, si tu compares à Brooks, voilà, là tu l'as très bien dit, la NBA est plus du tout la même. C'est sûr que si on... Ça c'est un truc sûr, si Daigneault aurait fait jouer Russ et KD comme on joue maintenant, ça aurait fait des dégâts un petit peu quand même. Ça c'est un petit regret. Est-ce que t'aurais pu les faire jouer comme tu fais jouer au KC maintenant? C'est la question que c'est aussi une question. Mais si ça aurait... ça pourrait être un débat intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, il y a effectivement, on est sur une nouvelle ère et ça est aussi marqué pas forcément que par les joueurs, mais par ce nouveau coach qui impose une patte nouvelle. Et c'est un premier truc que je voulais dire juste avant qu'on parle vraiment en profondeur de ce qu'on a vu, alors qu'il a eu quand même un job assez difficile cette année. Enfin, difficile dans un sens et facile dans un autre. Voilà. Facile dans un sens, on en a parlé un petit peu toi et moi en off, c'est facile dans un sens où il avait zéro pression. Même lui, il le dit, il avait pas forcément d'attente, il s'adaptait, etc. Voilà. Il n'y avait pas d'attente de résultats, il savait dans quoi il s'engageait en termes de reconstruction, donc là-dessus, t'as pas de pression, tu sais qu'il allait pas être viré. Mais job difficile parce que beaucoup de blessures, beaucoup de changements dans l'effectif. T'as 22 joueurs qui ont joué cette année, 13 qui ont starté, c'est quand même assez conséquent. D'une demi-saison à l'autre, t'as pas du tout le même roster, t'as un roster avec pas beaucoup de talent. Voilà, c'est quand même pas le job le plus difficile pour imprimer une première identité à ton groupe et pour essayer de créer quelque chose, quoi. Et puis t'arrives pas dans un contexte qui est facile, je veux dire, ta saison rookie, c'est quand même une saison post-Covid, où il n'y a pas de fans, etc., où il y avait des contrôles permanents, où tu savais pas si tel ou tel joueur pouvait jouer. C'est difficile d'établir réellement une philosophie de jeu comme tu l'as dit, il y a 22 joueurs qui jouent. Tu vois, c'est compliqué d'avoir le même style de jeu à chaque match quand ton 5 majeur est différent à chaque match, en fait. Si OKC avait gardé le même 5 majeur toute la saison, t'aurais pu te consolider sur tes bases de 5 majeurs et ensuite développer un peu plus. Mais là, t'avais un coup c'était Charlie Brown qui était titulaire, un coup c'était Isaiah Roby, tu passes d'Alor Ford à Moses Brown qui sont des registres complètement différents. C'est difficile en fait de jouer tout le temps de la même façon, entre guillemets, avec certes de l'adaptation mais en gardant le même socle, quand ton socle de joueurs déjà diffère d'un match à l'autre. Donc c'est pas évident pour lui. Après, effectivement, comme tu l'as dit, en termes de pression, je pense que c'est même pas qu'il était à 0, c'est qu'il était à -2 en termes de pression. Je pense pas que le management de Casey attendait cette saison spécialement pour juger du réel niveau de coaching de Mark Daigneault. Après, oui, effectivement, c'est pas évident quand tu dois coacher une équipe qui était, à partir de la seconde partie de saison, largement une des pires équipes de toute la ligue. Bah là, en termes d'adaptabilité, t'as bien commencé, quoi. Alors pas en adaptabilité. Bon, en termes de bricolage, là, ouais. Franchement, c'est pas selon l'adversaire comme en playoff ou des choix tactiques, c'est plus des choix il faut réussir à faire quelque chose, quoi. En fait, ouais, c'est genre t'es MacGyver, c'est t'as deux bouts de ficelle et tu te démerdes, faut faire une équipe NBA avec ça globalement. Donc t'as un point intéressant que t'as mentionné aussi, c'est qu'il arrive dans une saison post-Covid où y a pas de public non plus à OKC, c'est quand même compliqué pour les joueurs, tout le monde est jeune, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a beaucoup mentionné. Là je suis retourné voir un petit peu les interviews de fin de saison, début de saison, etc. Et quand tu lui dis quelle chose il retire, quelle chose la plus peut-être marquée, c'est apprendre à connaître tous ces joueurs-là, apprendre à connaître ces humains-là, tu vois, en termes de personnes plus que joueurs, d'évaluer aussi leur caractère. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, plutôt que juste les faire jouer, essayer d'être compétitif, c'est de voir si leur caractère fitait au OKC, comment ils évoluaient dans cet environnement-là, qui n'était pas facile, encore une fois, on le dit l'année dernière. Enfin, il y a pas mal de choses où tu vois qu'il est, et ça c'est quelque chose qui ressort presque tout le temps, fixé sur la personne. Presti aussi le dit tout le temps pour la draft, etc., où on cherche d'abord des bonnes personnes,
au-delà des joueurs, des hommes qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à se donner dans ce qui est leur métier ensuite, tu vois. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que bah, du coup, dans ces objectifs-là très faibles, l'objectif 1 était quand même de développer des joueurs jeunes, développer les jeunes, essayer de les tester et de voir ce qu'ils pouvaient donner en lien avec leur caractère, mais aussi ce qu'ils montrent sur le terrain. Donc sur ça, je pense que c'était je pense que le choix de ce coach-là, on va le redire ensuite, était très intéressant. Et je pense que le taf a plutôt été fait sur ce point-là, si c'était l'objectif de sa saison. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Pour le truc, revenir sur ce que tu dis, choisir des personnes, j'ai l'impression que c'est un processus qui a tendance à se généraliser en NBA. C'est vrai. Tu regardes notamment ce qui est ressorti du côté de Détroit pour les interviews pré-draft. Ça parlait beaucoup aussi de la personnalité du joueur avant même de parler du joueur en tant que tel. J'ai l'impression que ça, je sais pas s'il y a eu des comportements qui ont refroidi la ligue globalement, mais j'ai l'impression qu'on se tourne vers des profils que réellement des profils, des personnalités de joueurs, plus que vers des talents qui sont privilégiés au détriment d'un joueur sympathique mais moins talentueux. Je pense qu'il y a la hantise de certains cas où les joueurs arrivaient pas du tout à s'inscrire dans la culture de la franchise et voulaient partir très vite, ou les joueurs demandaient un trade très rapidement, enfin tu vois, des erreurs de casting au-delà de basket qui soient sur l'humain en fait. Et je pense que c'est encore pire qu'une erreur basket. Parce que tu gâches un talent. Donc c'est peut-être ça que ça joue effectivement. Mais du coup, j'arrive pas à voir le joueur qui pourrait avoir poussé au switch. Ouais, je suis d'accord. Sur ces récentes années, j'ai pas d'exemple de joueur caractériel qui cassait vraiment les pieds à sa franchise. Hormis Hassan Whiteside. Ça, par contre, en termes de casse-pied, lui, il était pas mal. Mais j'ai pas l'exemple. Mais en tout cas, ouais, ça le généralise, ou c'est peut-être, c'est peut-être un processus qui est en cours depuis plusieurs années. On s'en est rendu compte parce que là, ça commence à vraiment sortir dans les médias. Mais voilà. Après, pour revenir sur le côté, ce que tu avais dit, l'objectif de la saison, évaluer le potentiel des joueurs. Je dirais pas que la mission est complètement réussie, en fait. Parce que je pense que t'as eu... On en a parlé aussi quand on avait fait le podcast en sortie de All-Star Break, où toi, ce que tu voulais, c'était évaluer les joueurs qui restaient, parce que sur la trentaine de matchs, avoir des certitudes hors du socle chez Dort, et puis chez Dort, globalement, allez, tu peux rajouter... Non, tu peux rajouter Poku si tu veux, mais t'as pas non plus les certitudes de fou sur Poku. Globalement, les deux certitudes que t'as, c'est sur tes joueurs qui sont très forts, c'est chez Dort. Mais ouais, sur les autres joueurs, en fait, je sais pas si on a réellement pu évaluer leur potentiel. Tu vois, Paisley a quand même fait une saison plus qu'en demi-teinte, Poku a fait une saison à deux vitesses aussi. Tu regardes les joueurs en sortie de banc, Malédon a montré quelque chose, mais est-ce que t'as vraiment évalué son plein potentiel? Je suis pas convaincu non plus. Diallo a été tradé en cours de saison, Moses Brown qui a eu beaucoup de minutes a été échangé aussi, Bradley qui est arrivé a pas pu jouer non plus. Ty Jerome, oui, mais il a joué qu'une demi-saison, donc est-ce que t'as vraiment des certitudes sur ces joueurs-là pour la saison prochaine, ou des certitudes sur leur potentiel niveau dans les années à venir, et est-ce qu'ils s'inscrivent dans une reconstruction? Je suis moyennement convaincu. Je sais pas si t'as des certitudes, c'est très dur à dire en année 1 de reconstruction, surtout avec des joueurs qui pour certains avaient connu aucune minute en NBA, si tu prends l'exemple de Robbie par exemple. Mais t'as eu du développement, ça c'est certain, ils ont eu tous leur chance, et en fait c'est que je me dis qu'ils pouvaient pas faire mieux. Parce que quand tu te retrouves... Il a testé en tout cas. Voilà, c'est ça, en fait il a testé, il a donné la chance, mais j'ai du mal à voir ce qu'il pouvait faire plus dans le sens où Shea a pas joué la moitié de la saison, Dort était là, surtout en fin de saison, pas tout le temps, enfin tu vois, tes cadres et ce qu'ils pouvaient t'apporter déjà une base et que tu pouvais essayer d'entourer, ils étaient pas là. Donc il fallait tout le temps reconstruire et repartir de zéro, un petit peu comme tu l'as dit avec les joueurs qui ont joué, qui ont starté différemment. Tu dois repartir de zéro presque à chaque fois. Donc en fait, il a testé. Est-ce que tu peux réellement avoir des certitudes? Ça, je suis pas sûr. Mais là, t'as pu les voir au moins. Tu vois, dans ce sens-là, l'objectif est atteint. Après, je vois pas ce qu'il pouvait faire plus. Parce que, à un moment, il y a personne à jouer. Enfin, tu vois, il y avait personne d'autre à mettre sur le terrain ou d'autres choses à faire, quoi. Ouais, mais rappelle-toi combien de fois on a demandé à ce qu'il fasse jouer Paisley en 5. Ouais. Ça, pour le coup, on l'a demandé un certain nombre de fois. Et on l'a vu en fin de saison. On l'a vu sur quoi? Les 10 derniers matchs, globalement. Du Paisley au poste 5. Ça, on l'a pas vu sur la première partie de saison. Alors, je dis pas, attention, hein, il y a peut-être des raisons à ça, en plus, ça se trouve. Ouais, il y a peut-être des raisons. Mais tu vois, tu parlais d'expérimentation.
expérimente, même si ça foire, tu vois, globalement, si t'as cette saison, et encore plus l'année prochaine, enfin la saison à venir, parce que finalement la saison reprend dans un mois et demi, hein, globalement, la saison NBA. Donc ces 2 saisons là, l'année dernière et celle qui arrive, ça va être des saisons où tu vas pas jouer grand chose très honnêtement, donc ça peut être que des saisons d'expérimentation. Et là où je suis moyennement convaincu sur le plein potentiel des joueurs cette saison, c'est que quand tu vas avoir les 3 rookies là qui vont arriver, potentiellement 4 avec Aaron Wiggins, mais qui aura quand même beaucoup moins de temps de jeu, quand tu as les 3 rookies de cette QV 2021 qui vont arriver, bah les joueurs qui étaient déjà dans l'effectif, ils vont se retrouver dans un rôle qui va être différent. Alors, pas complètement, mais il y aura des petites variations. Donc est-ce que au final, avoir été testé la saison dernière et se retrouver cette saison dans un rôle qui est différent, ça sera vraiment bénéfique et ça apportera vraiment des réponses? Mais alors ça, c'est pas tant une problématique de coaching, Denol, c'est une problématique de comment la saison a été faite et les effectifs gérés, tu vois. Bah si, après, parce que tu peux te dire, je sais pas, imaginons, il fait starter Guidi en 3. Tu vois, Mark Denot, ça c'est une décision du coach. S'il fait starter Guidi en 3, quid de Lou Dort? Est-ce que tu le redécales au poste 1 ou au poste 2? Ou je sais pas, moi, il décide de faire starter Poku et il met Baisley sur le banc. Tu vois, ça c'est une décision du coach. Oui. En fonction de ton effectif. Mais par rapport à cette année qu'on a vu, c'est ça que je veux te dire, moi. Bah ouais, mais du coup, le coach décide de donner un rôle différent aux joueurs. Ah oui, non mais alors ça, moi je te parle autant sur les joueurs qui ont pu jouer, c'est-à-dire Dort, Baisley, etc. Je pense que t'as quand même t'as des éléments de réponse. Moi je te parle plutôt des joueurs type même Kenrich Webb, c'est pas un bon exemple, mais des joueurs qui auront très peu de temps de jeu. Ouais, voilà, tu vois. Oui, qu'il y a eu beaucoup de ballons, etc. Et là, qu'il y aura peut-être que du temps de jeu sporadique. Là, je suis d'accord. Même en termes de temps de jeu, il avait pas un temps de jeu de fou. Hein. C'est parce qu'on le voyait beaucoup, parce que il prenait la balle en main. Mais Ty Jerome, la saison dernière, je crois, c'est 21-22 minutes de moyenne. Mais encore une fois, tu peux pas prévoir ce que tu vas faire l'année d'après. Il faut que tu mettes des joueurs sur le terrain, quoi. Moi, c'est ça la problématique, c'est que à un moment donné, il pouvait pas faire bien autrement. Vu le roster qu'il y avait, vu des matchs où certains, il y avait quoi, 8 joueurs, 9 joueurs des fois. Ouais, 9 joueurs. Ouais, donc il y a des moments où t'avais pas vraiment le choix. Après, je suis d'accord. Je le critique pas. Hein. Ah oui, non, attention, mais hein. C'est pour recentrer sur sa saison, tu vois. Oui, tout à fait. On va se rapprocher du terrain, on va un petit peu parler maintenant de ce qu'on a vu, toi et moi, de ce qu'il a essayé de mettre en place. Peut-être d'abord offensivement, parce que bon, c'est ça qui intéresse plus la NBA quand même, on va le dire. Tu peux enlever le plus, hein, c'est ça qui intéresse la NBA, point, hein, globalement, y a que ça. Il y a des notions qu'on parle souvent, toi et moi, on en a parlé même la semaine dernière un petit peu avec Bastien. Il y a ce space and pace qui est réputé depuis qu'il est arrivé et qu'il veut mettre en place. Il y a ce positionless basketball qui est lui aussi beaucoup discuté, notamment avec les joueurs qui sont draftés, etc. Comment toi tu vois les choses? Est-ce que tu as des petites stats à partager aussi pour illustrer ça? Qu'est-ce que tu penses de ce qui est mis en place en attaque? Sachant que là aussi, encore une fois, va peut-être falloir prendre en compte la première partie de saison et la deuxième, un peu plus compliquée. En attaque, globalement, la première ou la deuxième partie de saison compliqué a été compliquée. Aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense que là, pour le coup, t'as pas vraiment de distinction à faire. Un petit point stat brut. Pire attaque de la NBA en termes d'offensive rating et de très très loin. Hein. Avec 102.8, l'avant-dernier c'est Orlando, ils ont quasiment 2 points de plus que nous. Ne serait-ce que la 23e place, hein. C'est juste la 23e place, donc c'est encore une des pires attaques de toute la ligue. C'est Charlotte a 7,3 points de plus que nous en termes d'offensive rating. C'est pour vous dire à quel point on était à la rue en attaque, globalement c'était assez catastrophique. Mais ça change pas au final des autres années du Thunder, j'ai envie de vous dire, qui a jamais été non plus une incroyable attaque. En termes d'attaque, bah oui, effectivement, il y a de la pace. Ça se traduit aussi dans les stats, puisque cette saison, OKC est la 7ème pace de la ligue. Ça, c'est une bonne chose, et ça, c'était quelque chose que moi et toi, je pense aussi, avions parlé quand on avait fait la preview, c'est qu'on voulait voir une équipe qui court. Contrairement... C'était obligatoire même, je pense. Avec les jeunes, etc. Comme avec toutes les équipes de jeunes, globalement, c'est obligatoire. Et là où tu vois, là où OKC était 21ème pace de la ligue l'année dernière, parce que Chris Paul, Dennis Schroeder, etc., même Steven Adams, là OKC est passé en mode full force. Et je pense même que, j'ai pas la stat sous les yeux, mais à mon avis, la pace doit augmenter en sortie de break. C'est exactement ça. En sortie de All-Star Break, avant le pré-All-Star, on est à 100,6 de pace. En sortie de All-Star, tu passes à 102.5. 102.5, là, t'es 3ème de la ligue en termes de pace.
Donc le départ d'Alorford, enfin la mise au placard d'Alorford plus la blessure de Shea a contribué à faire encore plus courir vite cette équipe du Thunder. Puis globalement, quand tu prends des paniers tout le temps, bah tu cours plus vite, hein, tu remets la balle en jeu plus rapidement. Mais ouais, offensivement, il y a une transition qui s'est fait, je vais peut-être te laisser en parler, qui a été fait dans la sélection de tir. On a bien vu que c'était pas le même Thunder qu'attaqué l'année dernière que le Thunder qu'attaqué cette année. Enfin, il y a le Thunder qui attaquait sous Billy Donovan et le Thunder qui attaquait sous Mark Daigneault. Beaucoup de 5-out, notamment quand Alorford et quand Mike Muscala jouaient. Beaucoup plus de passes, j'ai envie de te dire, beaucoup plus de tirs ouverts aussi. Alors les tirs ouverts, je sais que toi c'est un point que tu vas soulever et moi c'est un point que je vais pondérer. Mais effectivement, OKC avait beaucoup plus de tirs ouverts, notamment à 3 points la saison dernière que il y a 2 ans. On était à un moment l'équipe qui prenait plus de 3 points grand ouvert de toute la ligue. Mais ouais, offensivement, donc un jeu très analytique qui, vous le savez, pour ceux qui écoutent, est quelque chose qui me plaît pas. Enfin, c'est pas très analytique, on va dire, c'est très dans l'air du temps. Globalement, c'est très NBA 2021. C'est bah ouais, ça rentre dans le moule entre guillemets des autres équipes NBA. Alors est-ce que c'est la méthode à faire? Je ne sais pas, ça, on en a déjà pas mal débattu. Mais offensivement, oui, ce que je retiens, c'est peut-être là finalement quand je parlais de révolution en début de podcast, c'est là pour moi l'axe principal de révolution de Mark Daigneault, pas tant défensivement mais plus offensivement, où effectivement, alors il y a aussi une question d'effectif, mais je trouve que ouais la transition s'est faite, la révolution s'est faite en attaque avec beaucoup moins de pull-up à mi-distance, même si dans les systèmes finalement t'avais beaucoup de hand-off etc, donc ça ressemblait à du Billy Donovan. Mais je trouve que ouais, un jeu beaucoup plus typé 2021 qui du coup marque une sorte de rupture avec ce que faisait OKC auparavant. Beaucoup de choses. D'abord, oui, comme tu l'as dit, c'est d'une attaque moderne. C'est quelque chose que OKC avait essayé de mettre en place l'année dernière, mais en s'adaptant à ses forces, c'est-à-dire aussi le mi-distance avec Chris Paul, Schroeder, etc., comme tu l'as très bien dit. Là, on est dans une attaque clairement moderne, où bah, t'as beaucoup de tirs à 3 points, t'as beaucoup d'espace. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'avait jamais vu autant de spacing à OKC depuis très longtemps, alors que pourtant, il n'y a pas d'énormes shooters, mais là, avec notamment le poste 5 qui ressort, etc., t'as énormément d'espace. Puis la pace, en c'est bien termes aussi. Hein. Quand tu cours vite, globalement, t'arrives avec des tirs ouverts puisque l'adversaire n'a pas le temps de se replacer. En termes de système pur de jeu, je pense qu'on se rapproche quand même on sert de base de ce que faisait Billy Donovan l'année dernière avec un meneur qui va chercher son arrière ou son ailier pour le libérer avec un hand-off ou un écran, il va reprendre l'écran du grand qui est posté en haut, etc. Enfin, beaucoup ces situations-là. Alors il y a des petites variantes où il y aura 2 écrans non porteurs, ensuite il va faire le hand-off, etc. Mais globalement, c'est presque tout basé autour de ça. Après, on n'est pas non plus dans une attaque de passing game et de très collective. Il y a plus de passes qu'avant, mais il n'y a pas beaucoup plus d'assists qu'avant. Il n'y a pas, en termes de pourcentage, etc., on n'est pas dans les grandes équipes de la ligue qui partagent le ballon. Pourquoi? Parce que la plupart des paniers, la plupart du jeu d'OKC va être basé sur le drive, puisque OKC l'année dernière, c'est l'équipe qui drive le plus, avec presque 62 drives par match, ce qui fait 6 de plus que les Spurs qui sont deuxième. C'est quand même énorme. C'est vraiment énorme en termes d'impact. Bon, bien sûr, il y a Shea, qui prend énormément de drive par match, qui est le joueur... D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui en prend le plus avec Doncic? C'était lui au moment de sa blessure. Ouais. Alors après, est-ce que Luka a augmenté son pourcentage de drive, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est pas lui, il est top 3. Donc forcément, ça crée plus de tirs sous le panier. Sachant que l'année dernière, on était déjà deuxième au drive d'ailleurs, donc avec Chris Paul quand même en meneur, etc. C'est pas rien. Même Shea déjà drivé l'année dernière. Ouais, drivé énormément. Là-dessus, je suis plutôt convaincu parce que cet objectif d'avoir beaucoup d'espace, notamment, avant la deuxième partie de saison, quand c'était Brown, notamment le pivot, t'as de l'espace pour que Shea puisse s'exprimer, même Dort, on a vu des fois par flash le drive, Bazley aussi par exemple, t'as des joueurs qui seront à l'aise sur le drive et qui ont de l'espace du coup, et ça te permet aussi d'avoir des kick-outs assez régulièrement pour avoir des tirs ouverts, là où on n'a pas forcément de joueurs qui vont prendre des cascades d'écran pour ressortir et prendre un tir compliqué à la Klay Thompson, à la Corey Kispert, à J. Redick, etc. On n'a pas ces joueurs-là. T'as mis Corey Kispert dans la même phrase. Ouais, j'ai déjà mis parce que je sais qu'il va le faire. J'ai trop scouté, je sais ce qu'il va faire. J'ai trop scouté les joueurs, donc je sais déjà comment ils jouent et on n'a pas de joueur de ce type-là. Mais on aurait pu le drafter. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, t'es obligé
de trouver des tirs à 3 points via souvent des drive and kick, etc. Ça, c'est quelque chose qui réussit plutôt bien cette année. Comme tu l'as un petit peu mentionné, OKC et l'équipe est 3e dans la création de tirs à 3 points grand ouvert cette année. Ça fait 23% des tirs. Et vous prenez juste ceux qui sont ouverts, vous êtes à 37%. Donc c'est quasiment Ouais. 2 tirs sur 5 à 3 points qui sont pris ouverts. Ce qui est très intéressant. Et c'est quand même l'objectif. Alors, l'objectif de l'attaque, c'est de scorer, je suis d'accord. Mais l'objectif, c'est quand même se trouver des bons tirs là où c'est plus facile de scorer. Et les 3 points grand ouvert, c'est quand même les tirs, je pense, quasiment les plus recherchés en NBA actuellement. Donc c'est intéressant qu'on puisse les avoir. Alors après, il y aura d'autres facteurs que tu vas mentionner, c'est que le fait qu'ils vont nous laisser tirer, par exemple. Ça, c'est pas faux. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a déjà un petit peu ces tirs-là. Ensuite, il y a un point, moi, qui m'a intéressé, c'est quand même un petit partage de responsabilité, surtout quand Shea était pas là. Parce que quand Shea est là, il a beaucoup le ballon. Mais tu vois, on en a parlé un peu avec le développement des joueurs, mais Dort a eu du ballon, Bazley a eu du ballon, Poku a eu du ballon, Maledon en a eu, peut-être moins juste qu'il voulait pas l'avoir. Que j'ai cité, voilà, mais il en a eu aussi. Ty Jerome en a eu beaucoup en fin de saison. Kenrich Williams en a eu, tu vois, il y a eu un petit partage de responsabilité. Moses Brown, un Robbie qui prenait l'air bon et traversait le terrain, voilà, il y en a eu pas mal aussi de ballons. Donc tu vois là-dessus c'est quelque chose aussi que avant l'année dernière c'était peut-être un peu mieux, mais avant on n'avait pas OKC où t'avais des joueurs qui monopolisaient la balle avec des superstars, donc forcément donc ça aussi c'était plus au terrain. Ouais. D'autres choses que je vais mentionner, c'est j'ai aussi regardé un peu en termes de post-up, d'ISO ce qui se faisait. OKC joue presque aucun post-up, c'est avant-dernière équipe de la ligue au nombre de post-up, c'est quelque chose qui est complètement sorti du plan de jeu d'OKC. Horford en a dû en avoir quelques-uns, et c'est à peu près tout. Kenrich Williams c'est un petit peu, mais globalement on n'en joue presque aucun, et ça va aussi dans le sens des joueurs qu'on draft. Typiquement un Şengün, t'aurais peut-être dû changer un peu ton attaque pour faire évoluer dans le roster, donc c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, c'était une remarque que je voulais faire là du coup avant qu'on parte sur d'autres choses. Là quand tu parlais des systèmes, j'ai très peu vu de systèmes où la balle passait à l'intérieur en fait. Tu vois, quand on parle de end-off, c'est des systèmes qui sont mis en place en dehors, enfin derrière la ligne à 3 points. J'ai vu très peu de systèmes qui débutaient avec un joueur, hormis pour prendre le tir, des systèmes où la balle arrive à l'intérieur, enfin dans la ligne des 3 points. J'ai vu très peu de systèmes où c'était le cas, et là pour le coup ça ressemble beaucoup à du Billy Donovan. Ouais, t'as pas de joueurs qui vont être libérés pour un jeu post-up ou une ISO à 45 degrés à mi-distance à la mélo, j'ai envie de dire. Non, mais t'as pas le système à Denver, tu vois, où t'as Jokic qui est post-up et t'as des arrières qui gravitent autour. Ouais. Alors après, t'avais pas les joueurs pour faire ça, mais je pense que c'est pas quelque chose qui rentre dans les plans de jeu. Et le seul moment où en fait t'as la balle dans la raquette vraiment, c'est soit pour un tir, soit sur un drive, ou soit sur un rollman qui est arrivé, voilà, donc là-dessus, ouais, c'est vrai que c'est sorti du jeu. Et en termes d'ISO, c'est là où je voulais en finir. On reste quand même dans le top 10 des ISO joués par match. Ça, c'est quelque chose qui est historique à OKC, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas étonnant, et c'est ce qui correspond quand même. Effectivement, quand on regarde les matchs, on se dit, ouais, il y a un peu de mouvement, il y a ces end-off, il y a ces écrans, etc. Mais au final, c'est presque tout le temps du 1 contre 1 qui est joué. Alors du 1 contre 1 avec peut-être un petit décalage préalable, du 1 contre 1 où le joueur est pas forcément arrêté au départ, tu vois, il arrive peut-être un peu plus lancé, mais c'est quand même du 1 contre 1 la plupart du temps. Alors qu'est-ce qu'ils considèrent vraiment comme ISO ? Ça reste la définition, mais c'est vrai que c'était beaucoup basé sur de la création individuelle plutôt que collective via beaucoup d'écrans, via ces choses-là, quoi. Donc ce qui explique aussi cela, et c'est peut-être quelque chose... Là, t'as pas trop pu mettre en place de collectif, peut-être que dans le futur, ce sera un peu plus possible, notamment avec Didi, par exemple, qui arrive cette année, qui est un joueur ultra fort pour créer pour les autres et donc collectivement, mais là cette année tu l'as pas trop vu, et Daigneault n'a pas été aidé dans cette mise en place. Alors est-ce que c'est un objectif, je ne sais pas, mais vu le nombre de rotations qu'il y avait, c'était compliqué à faire. Si je peux revenir sur certains de tes propos et les augmenter à l'aide de stats. Tu parlais du fait que y avait plus de passes, mais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup plus de passes décisives. Ça va dans ton sens, puisque il y a 2 ans, donc la 2019-2020, l'assist pourcentage, donc c'est-à-dire pour le nombre de paniers rentrés, le pourcentage de passes décisives sur les paniers rentrés. Il y a 2 ans, OKC était à 54,3, ce qui est classé en TP nultième, donc 28e de la ligue. Cette année, OKC était à 56,8, ce qui est à peine 2,5% de plus. OKC était 26e, donc tu restes globalement dans les bas-fonds de la ligue.
Si tu regardes des équipes par exemple comme Détroit, puisque Détroit était quand même une équipe en reconstruction, je vais pas parler, tu vois, de Golden State, je vais pas parler de Miami, qui sont des équipes avec une timeline largement différente de la nôtre, mais une équipe comme Détroit par exemple était 8ème avec 62,6% d'assist pourcentage, alors que je suis pas convaincu que l'effectif était beaucoup meilleur que le nôtre. Et un autre point dont on n'a pas parlé, contrairement à l'année dernière, c'est que OKC a perdu énormément de ballons. Tu parlais du fait qu'on jouait en 1 contre 1, mais OKC a perdu des ballons par camion entier. On était dernier cette saison, dernier ou premier selon comment vous considérez les choses en termes de turnover percentage avec 15,8. C'est-à-dire que pour une possession, non, sur toutes les possessions du Thunder, 15,8% du temps il y a une perte de balle. On doit être sur une possession, enfin une fois toutes les 7 possessions, donc ça commence à faire pas mal. Là où l'année dernière on était très bien classé, on était 7ème en termes de turnover percentage, enfin on était la 7ème équipe qui perdait le moins de ballons. Et du coup, si t'augmentes pas tes passes décisives des masses, par contre t'augmentes beaucoup tes turnovers, tu te retrouves avec un ratio assist-turnover qui est quasiment le même que la saison dernière. T'es à 16,1 l'année dernière, et t'es à... je vais vous retrouver la stat, t'es à 16,3 il y a 2 ans, donc t'es même moins bon en termes du ratio assist-turnover sous Billy Donovan que sur Mark Denlow, parce que t'as perdu tellement de ballons, alors que tu jouais des 1 contre 1. Donc là, je trouve, c'est un point plutôt négatif, qui peut être lié aussi à de la jeunesse, parce qu'effectivement, quand t'as Isaiah Roby qui joue des 1 contre 1, t'as plus de chances de perdre la balle que quand c'est Chris Paul qui joue à 1 contre 1, mais au final, le jeu collectif, oui, on l'a vu, mais il était un peu mieux, mais au final, tu perdais tellement de ballons que c'était, au final, ton jeu collectif, est-ce qu'il s'est vraiment amélioré? Dans les stats, en tout cas, non. Là, tu l'as dit, je pense que le personnel qui était sur le terrain et l'augmentation de responsabilité, parfois le trop de responsabilité même pour certains joueurs, ça provoque ça, quoi. Enfin, t'as des joueurs qui sont pas destinés et qui ont pas forcément toutes les capacités pour jouer à des 1 contre 1, pour jouer du demi-terrain, enfin voilà, c'est pas... En NBA, tu sais que c'est pas viable et tu sais que tu le fais pour tester les joueurs, mais que ça sera pas une solution à long terme. Donc tu vois, est-ce que collectivement on a évolué? Je pense que ça a changé. Est-ce qu'on a vu un grand collectif? Non, Non, je pense pas. Non, mais ça reste intéressant. Il y a quand même une base, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place, tu vois. Donc j'ai du mal à... Ouais, je suis quand même assez satisfait sur la base qui a apparu. À voir ensuite, vraiment, quand il y aura des joueurs un peu plus compétents, voilà comment Daigneault s'adapte, par exemple, à l'année prochaine avec Didi, par exemple, et à voir comment ça fonctionne. Là, on pourra un peu plus juger. Tu vois, là, on parle juste de base, et c'est dur d'aller plus loin. Est-ce que toi, ça te satisfait au moins ce que tu as vu offensivement? Alors, je sais que ça a été très compliqué toute la saison, en termes de chiffres, mais on va dire plus de visuel, tu vois. De visuel, moi, tu sais que je vais à contre-courant de l'idée 2021, donc non, après, je suis pas, ça me fait pas particulièrement plaisir de voir le Thunder jouer comme ça. La paye, j'aime bien. Par contre, j'aime bien les équipes qui courent. Je suis pas ultra fan des équipes qui jouent 2021 et où ça shoot à 3 points tout le temps. D'ailleurs, tu parlais des 3 points grands ouverts. Ok, ici, sur les 3 points ouverts, et t'as 31% de réussite sur les 3 points, ce qui est pas beaucoup, surtout quand t'es ouvert. Et sur les grands ouverts, n'est qu'à peine à 36%. À mon avis, tu regardes des équipes à 36% de réussite globale à 3 points, je suis même pas sûr t'es dans le top 10 de la ligue globalement. Donc ça montre à quel point c'était compliqué, et que si on s'est retrouvé avec des tirs à 3 points grands ouverts, avec autant de tirs à 3 points grands ouverts, hein, parce que là on parle de 33 tirs à 3 points par match qui sont tentés, t'es quand même dans une situation où t'as des tirs grands ouverts, mais c'est peut-être aussi parce que oui, le collectif était bon, mais en même temps, avec autant de réussite, les équipes se sont peut-être dit on va défendre Shea qui va driver, et on va laisser Isaiah Roby prendre des 3 points. Ce qui est un bon calcul en soi. Après, d'un point de vue purement visuel, j'attends de voir, en fait. Je me dis que pas mal des points faibles du Thunder cette saison peuvent être comblés avec les joueurs qu'on a draftés cet été. Enfin, des points faibles du Thunder l'année dernière, il va falloir que je m'y fasse. Tu vois, Josh Giddey, typiquement, c'est le joueur qui va faire un facilitateur pour les autres, qui va pas jouer beaucoup de 1 contre 1, je pense qu'il va plus, lui, faire des passes, distribuer des passes décisives, etc. Alors, il va y avoir son lot de perte de balles, effectivement, mais je trouve que il s'inscrit bien dans les points faibles du Thunder. Alors, je dis pas qu'on a drafté en fonction de nos besoins, parce qu'il y a du potentiel,
mais tu vois, c'est un joueur qui est plus, tu vois, si on avait drafté Jalen Green, je pense pas qu'on aurait fait beaucoup plus de passes. Je pense même que en termes d'isolation, on aurait battu un record NBA globalement. Mais et puis même Treman, tu vois, Treman avec sa qualité de shoot peut être capable de sanctionner. Là pour le coup, les tirs, s'il se retrouve ouvert, il va être capable de sanctionner. Donc ça va forcer les équipes à ressortir sur lui. Donc ouais, c'est difficile d'être satisfait, surtout pour une année 1 de reconstruction. On savait qu'il allait y avoir des moments où ça allait être compliqué. Donc voilà, je dis pas que je suis satisfait. Est-ce que je suis critique ou est-ce que je crains le système d'OKC sous Mark Gilbert? Non plus. J'attends de voir ce que ça va donner avec la QV de rookie 2021. Et là, pour le coup, si tu me donnes une saison complète avec Giddey, avec Treman et avec Shea Dort, là, je vais peut-être commencer à avoir un avis plus définitif sur OKC en attaque. Je suis d'accord avec toi sur ce qui peut se faire, etc. Après, moi, ceux qui nous écoutent régulièrement, je suis un peu plus fan du jeu moderne et de ce qui se fait. Et je milite pour qu'OKC évolue plus dans cette direction-là depuis longtemps. Ah, toi, t'es un fils de Daryl Morey, c'est sûr. J'avais des frustrations de voir ces non-shooters sur le terrain tout le temps, ça m'énervait. Donc là, moi, je suis plutôt... Tu vois, même là, j'ai regardé un match pour ce podcast, un petit peu pour voir comment ça a évolué. J'aime bien, enfin, ça reste agréable quand même à regarder pour moi. T'as du rythme, t'as des drive and kick. Enfin, même moi quand je joue, c'est une chose que je fais tout le temps. Donc en fait, je m'identifie, tu sais. Non, mais tu vois, c'est vraiment. C'est parce que je joue comme ça, faut que les équipes jouent comme moi. Oh le boulard. Moi je joue pas comme ça, moi je suis tranquille. C'est quelque chose que ça me dérange pas de regarder. Alors après, ouais, ça manque clairement de talent, ça manque d'efficacité, ça manque encore de repères aussi. Mais moi je trouve que ça va dans la bonne direction et c'est ça qui m'intéresse pour l'instant parce que comme tu as dit, on est très tôt dans la reconstruction. Après, moi, le style que j'aime, c'est globalement le style Touquet. Enfin, le style que... Si j'étais joueur tu vois, si je jouais comme toi, je pense qu'un meneur qui fait des passes, qui fait que des passes et qui défend, globalement, c'est Ricky Rubio. Je pense que je jouerais comme ça. Donc, on a des affections pour certains styles qui correspondent à ce qu'on aimerait être globalement. C'est sûr. Défensivement maintenant, parce que c'est quand même l'identité depuis longtemps d'OKC. Je vais commencer. Il y a des choses qui m'ont un petit peu surpris. Alors, la première d'entre elles, c'est quand même qu'on était top 10 défense avant le All-Star Break. Quand tu vois le personnel, bon, certes, t'as Lou Dort, mais à côté, t'as pas forcément que des défenseurs élites. Tu joues avec Robin souvent au poste 5, etc. C'est une bonne performance. Et puis, contrairement à certaines années, et ça, c'est des trucs aussi que les insiders ont pu mentionner, autant les années d'avant, tu te basais sur des énormes défenseurs où ils pouvaient prendre presque n'importe quel joueur à 1 contre 1, où ils compensaient énormément d'écart, enfin du Paul George, du Robertson, du Grant, enfin tu vois, t'avais des joueurs qui étaient archi dominants sur cet aspect-là. Là, t'as Dort, et après, défensivement, t'as quelques certitudes, petite Beasley, Shea quand il s'investit, etc. Mais t'es quand même pas une défense sur le papier élite, quoi, avec les joueurs que t'as. Donc je trouve ça intéressant que il y a des solutions qui ont été trouvées collectivement dans les rotations, dans ces choses-là, pour défendre. Tactiquement, bon, les rotations défensives étaient mieux faites au début de saison qu'à la fin. Bon, vu le personnel, c'était certain. Sur pick and roll, je trouve, il y a eu très peu de switch de ce que j'ai pu revoir. On n'est pas une équipe qui switch énormément. On essaye surtout quand c'est Dort, par exemple, sur un des joueurs principaux adverses, sur le meilleur joueur. On essaie de le laisser au maximum dessus. Et on s'adapte aussi. Dayno a dû s'adapter toute la saison à qui jouait le pick and roll en défense en tant qu'intérieur. Effectivement, quand c'est Moses Brown, tu vas pas faire sortir, ça c'est sûr. Orford était un peu plus haut, tu vois, Muscala plus bas, etc. Donc il y avait de l'adaptation là-dessus. Mais on n'est pas une équipe qui switch énormément, pas une équipe force très agressive sur ces situations-là. Un peu plus sur le 1 contre 1 pur, mais pas sur du pick and roll, etc. On fait pas du blitz, on fait pas des prises à deux. On a assez peu eu, ou alors que quand dans le clutch pour essayer de remonter quelquefois. Mais il y a d'autres points intéressants, c'est que on est la deuxième équipe en nombre de tirs contestés par match, et celle qui en conteste le plus à 3 points. Alors ça, on peut le prendre de plein de façons différentes, je crois que j'ai déjà mentionné dans le podcast. Ce que je vois, c'est que l'équipe qui conteste le plus de tirs NBA, c'est les Bucks, et c'est quand même une petite référence en défense, j'ai envie de dire. Ça va. Tu vois, donc je me dis, ok, ça va dans le bon sens. Pour un peu détailler ces stats-là, OKC c'est quand même l'équipe qui donne... il y a 26e équipe qui donne le plus de tirs à 3 points pour l'adversaire. En gros, on est dans les pires défenses pour donner des 3 points à l'adversaire, mais comme j'ai dit, on en conteste beaucoup,
Et du coup, on subit les 3 points. Enfin, les équipes adverses ont le 12e pourcentage contre nous. Pour être plus clair, on laisse beaucoup de 3 points, mais les équipes shootent pas spécialement bien. Shootent avec le 12e pourcentage contre nous, donc l'effet de la contestation, il y en a un petit peu, tu vois. Le 12e meilleur pourcentage? Non, 12e pire, pardon. Ah, donc 18e, quoi. Ouais. En termes de réussite. Ouais, donc là, t'es bien. au-dessus d'average. Ouais, voilà. T'es plus que la moyenne dans le pourcentage laissé à l'adversaire, tu vois, t'es bien. Ouais. Y a aussi un point qui m'a intéressé, c'est qu'il y a peu de lancers accordés à l'équipe adverse. Alors pour une équipe jeune qui a pas forcément beaucoup d'expérience et de repères, t'as peut-être un peu de discipline qui a lieu, tu vois. Un Dort est quand même assez discipliné pour un gros défenseur, sachant qu'il est agressif. Tu vois, les rookies ont pas été spécialement en fall trouble, notamment Malédon et peut-être 1 ou 2 matchs. Ceux qui ont été un peu plus problématiques, c'est du Roby, du Brown, etc. Mais globalement, c'est une équipe assez disciplinée dans cet aspect-là, donc c'est intéressant. Les problématiques, elles viennent plutôt pour moi de la défense du 2 points, clairement, sous le cercle. Donc là, encore une fois, t'as pas un gros pivot défenseur. Est-ce que tu manquais de taille parfois? Je pense aussi, bon, pas quand t'avais Brown, mais tu vois, des fois tu jouais peut-être un petit peu de tir. Horford par exemple est pas le pivot le plus grand. C'est la petite problématique de OKC cette année qui subissait beaucoup. Je reviendrai ensuite peut-être sur le pick and roll, mais c'est le point faible de cette défense. Et une chose qui m'a surprise par contre, c'est qu'en stade de hustle, tu vois, dans les ballons touchés, dans les ballons gagnés un peu recouverts, ils appellent ça, etc. Ça me fait penser au foot US, ça d'ailleurs. On n'est pas dans les bonnes équipes. Voilà. Ouais, on est dans les moins bons, ce qui me surprend largement. Donc je vais te laisser enchaîner. Mais voilà, si je devais mentionner un truc intéressant, c'est qu'il y a des bonnes rotations défensives, ce qui permet de contester pas mal de 3 points, bien qu'on en laisse, et ce qui permet de faire baisser les pourcentages des équipes adverses. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça en fait. Ouais, bah alors pour revenir là sur ce que t'as dit moult choses intéressantes. Comme d'habitude. Pour revenir sur le côté, il y a très peu de switch. Ça, pour le coup, c'est une mentalité qui est très OKC depuis plusieurs années. Vous regardez, ne serait-ce que la série de playoffs il y a 2 ans contre les Rockets, il y a quasiment pas un switch de toute la série, j'ai l'impression. Ce qui était assez incroyable, c'est que nous, on a pu critiquer à un certain moment, mais il y avait quasiment pas de switch. Ça, pour le coup, c'est il y en a eu quelques-uns forcés. Il y en a eu quelques-uns forcés où Adam. Il y a des moments où t'es obligé, quoi. Mais si ouais, il y a le choix, globalement, ils vont préférer préférer garder combler le retard qu'il y a sur l'écran, et un Dort, justement, pour combler les retards sur les écrans, il est assez incroyable dans ce domaine-là. Peut-être l'un des meilleurs de la ligue, d'ailleurs, déjà. Après, tu parlais du fait que OKC avait pas forcément matière pour défendre. En termes de joueurs, comparé à notamment il y a 3 ans maintenant, avec 2 ans et demi, avec Paul George, avec Jeremy Grant, Steven Adams, etc., etc. Ce qui se ressent dans les stats, parce que OKC était une des meilleures équipes, notamment la 2e saison de Paul George, la 2018-2019, en termes de deflection. Alors, deflection, comment on pourrait traduire ça en français? En gros, c'est les ballons touchés en défense. Si votre adversaire, par exemple, essaye de faire une passe, si vous touchez la balle, c'est considéré comme une deflection. C'est une déviation, entre guillemets, de la balle. OKC il y a 2 ans, était la meilleure équipe de la ligue en termes de deflection. L'année dernière, ça avait déjà commencé à un poil baisser, puisqu'on était, là, il n'y a pas le classement, on est en gros 13-14, avec 15,2 deflection par match. Et cette année, ça a encore baissé, puisque t'es en TP nultième, t'es 28ème, avec 12,8 deflection par match. T'en fais quand même 2,5 de moins. C'est beaucoup, c'est quasiment 20% en moins d'une année sur l'autre. Donc ça montre que les mains sont moins actives en défense. Peut-être parce que le système défensif a changé aussi, donc forcément t'as peut-être moins moyen d'avoir des déviations, mais tu vois que les mains sont moins actives en défense. En termes de charge, ça j'aime bien regarder aussi parce que ça montre les défenses intelligentes. OKC est 26ème en termes de charge provoquée. C'est pas non plus des stats qui sont très excellentes. Alors en fait, tu te poses la question de comment OKC... C'est dommage, là on n'a pas les stats en fonction du calendrier, mais j'aurais bien aimé voir les stats au moment du All-Star Break, tu vois, quand OKC était à 109 et quelques de defensive rating et pas à 117 comme en retour de break. J'aurais bien aimé voir qu'est-ce qui permettait de faire que le Thunder était une bonne défense pré-All-Star Break. Je pense que c'est comme tu l'as dit, les contests, globalement les contests sur les tirs à 3 points, puisque si t'en prends beaucoup et que t'as la défense adverse, enfin l'attaque adverse en rentre peu, bah tout de suite ça te fait des bonnes stats en défense.
Donc voilà, je pense que ça c'est le point intéressant, et comme tu l'as dit. Bah, tu vois, de ça même d'un aspect visuel, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de matchs où on a pris un barrage à 3 points comme d'autres années où c'était très souvent, tu vois. Oui, là j'en J'ai ai ce pas en sentiment-là, tête. c'est peut-être Je me pas vrai, rappelle c'est en peut-être pas avoir vrai, vu hein. quelques-uns. Ouais, il y en a eu quelques-uns, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y en avait, j'ai l'impression que les années d'avant, il y en avait bien plus, quoi. On avait l'impression qu'on se faisait tout le temps allumer à 3 points. Les années d'avant, on se faisait défoncer par des shooters à 3 points random, Ouais. genre Garrett Temple, Allen Crabbe, Iman Shumpert, le fameux. On se faisait, Marcus Morris aimait bien nous défoncer à 3 points aussi. J'ai le souvenir d'un Dragon Bender aussi qui nous défonce il y a de ça 2 ans et demi. Je sais pas pourquoi je me rappelle de Dragon Bender. Je suis probablement la seule personne en France à se souvenir de Dragon Bender. Mais non, alors après, défensivement, comme tu l'as dit, il y avait un gros manque à l'intérieur, un gros manque de contest, de dissuasion, hein, globalement, quand on parle, tu vois, des équipes comme Utah, par exemple, ils sont dissuasifs parce qu'il y a Rudy Gobert, tu vois, au-delà des stats purs de contre, t'as un aspect dissuasif aussi. Ce que n'avait pas le Thunder, même ceux qui viennent nous expliquer que Moses Brown a du potentiel, défensivement, c'est des gens qui n'ont pas regardé le Thunder ou globalement qui l'ont regardé avec les 2 yeux fermés. Parce que tu vois que Moses Brown n'a pas forcément facilité la défense de Casey en termes de contest sous le panier. Je pense même qu'Al Horford devait être meilleur que Moses Brown dans ce domaine-là. Poku a bien aidé parce qu'il envoyait 1 ou 2 comptes de temps en temps, mais c'est pas suffisant pour être dissuasif, encore moins avec son physique. Donc ouais, le vrai problème du Thunder, il réside à l'intérieur. Et je pense que ça, on en avait parlé aussi tout au long de la saison. Je me souviens avoir dit que globalement, la défense extérieure à 3 points, elle était très satisfaisante. Par contre, à l'intérieur, avec du Baisley, du Al Horford et du Moses Brown, c'était un peu plus compliqué. Je vais ajouter un point, et je suis en train de me dire qu'en fait, on a aussi une défense entre guillemets analytique où t'essaies de laisser les moins bons tirs à l'équipe adverse. Je m'explique, des 3 points contestés, typiquement, on essaie de favoriser, si les équipes veulent tirer à 3 points, ok, mais on sera là pour vous gêner. Et en fait, il y a une stat qui me fait dire ça, c'est que OKC était la 3e équipe la pire pour défendre le pick and roll sur le ball handler. Donc en gros, on se faisait souvent sanctionner par le porteur de balle sur pick and roll, donc par les guards. Par contre, on était dans les meilleurs pour défendre le rollman. Donc, est-ce que t'as pas une stratégie derrière aussi qui est, ok, on switch pas, ok, on essaie de défendre au mieux, notamment avec Dort sur les ball handlers principaux. On va le laisser prendre des tirs après les écrans en pull-up, etc. Par contre, le rollman, t'auras pas la balle où on va bien te défendre. Et par contre, si la balle ressort à 3 points, on va être là pour contester. Tu vois, j'ai l'impression que t'as peut-être cette stratégie-là et qui est, pour moi, cohérente avec la NBA moderne. Pour moi, j'ai quand même l'impression que le switch est quand même la base première d'une Ouais, défense après, moderne non, en NBA. ça, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est le switch qui te permet de le mieux limiter l'attaque adverse, tu vois. Là, c'est un peu, tu choisis ton poison et tu essaies de le choisir au mieux, si je peux dire. Tu vois, mais là par contre, tu parles à un convaincu. Non, mais je sais pas en fait si c'est vraiment le meilleur moyen de défendre en NBA. Je dis juste que c'est le principe de base des défenses. Alors après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je ne sais pas. Mais vous regardez globalement le cycle NBA là en termes de jeu, ça fait quand même 2-3 ans qu'il est installé. Faut regarder un peu moins, limite j'ai l'impression que ça switch moins là ces dernières années, contrairement tu vois 2018. Je me rappelle la finale de conf entre les Warriors et les Rockets, ça switch à chaque fois. Genre j'ai pas vu une possession où ça venait combler l'écran. C'est très dépendant de ton effectif. Hein. Là, Oui. OKC peut pas le faire, par exemple. Il y a des équipes qui s'étaient mis en tête qu'il fallait switcher tout le temps à cause des Warriors, etc. Tu vois, c'est très dépendant de ce que tu dois affronter et de ton roster. Les Utah ne switchera jamais, par exemple. Je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même cette notion de switch qui est importante et qui est souvent mentionnée. Est-ce qu'un grand pourra défendre un petit s'il y a un switch sur un écran ? Mais c'est quand même pas tout le temps le cas et c'est pas tout le temps mis en place, et aussi parce que t'as des joueurs maintenant de plus en plus qui vont te détruire si tu switches, quoi. Ouais, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, que ça reste l'un des principes essentiels pour défendre en NBA. Mais après, oui, je suis d'accord, le fait de défendre à 3 points et de laisser un peu plus, de feed un peu plus l'intérieur adverse. Quoique, à l'époque de Russ, on prenait des doubles-doubles par des pivots adverses aussi qui étaient bien nuls, hein, je m'en rappelle. Ouais. Mais ça, ouais. c'est moins arrivé. Enfin, ça arrivé cette année parce que Robbie était catastrophique, Brown était catastrophique, quoi. Ouais.
Mais ouais, défendre la ligne à 3 points en priorité, ça c'est sûr que c'est un principe que toutes les équipes appliquent. Et là pour le coup, je peux pas aller dans le contresens de la marche globale. Il y a tellement de shooters en NBA en 2021 que si tu défends pas la ligne à 3 points, tu vas te faire défoncer à tous les matchs. Mais oui, après ouais, pour moi c'est pas aussi moderne défensivement que ça peut l'être en attaque. Oui, j'entends avec le switch, effectivement. Je pense qu'on a un peu fait le tour défensivement. Il y a un dernier point que je voulais aborder sur le jeu, et quelque chose d'intéressant de regarder avec les coachs, c'est un peu les après-temps morts, les remises en jeu, etc., quand ils ont moyen d'avoir une action posée, presque certaine, et de mettre en place quelque chose. Et là-dessus, bah un petit peu comme Billy Donovan, parfois le faisait bien, parfois, je dis bien, parce que... tu peux enlever le parfois. Billy Donovan, on peut lui critiquer beaucoup de choses, mais ses ATO, ils étaient bons. Ouais, j'ai ce mauvais souvenir de sa dernière possession en tant que coach du Thunder, quoi. Ah, mais pourquoi tu remémores les mauvais souvenirs comme ça? C'est pour ça que j'ai dit parfois, je l'ai mis entre parenthèses. Mais Daynold fait des bonnes choses aussi là-dessus, quoi. T'arrives à libérer des joueurs pour un tir facile. Tu vois vraiment qu'après un temps mort, il y a une chose de mise en place en cohérence avec le temps qui te reste. Je repense à ce buzzer beater de Lou Dort où tu mets Shea en train de faire la remise en jeu et Horford qui lit bien la défense, etc. Enfin, il arrive à mettre quand même en place des situations qui vont mettre en valeur ses joueurs et qui vont amener un panier facile sur situations arrêtées. Après, c'est globalement le seul système en fin de match qui me revient. Bah, après, tu peux aussi considérer que contre Charlotte, en tout début de saison, où Shea joue son 1 contre 1, mais il le laisse faire, tu vois. Mais sur touche, il y en a beaucoup plus, par contre. Sur touche, il y en a beaucoup plus, sur touche où t'as des backdoors, où t'as des joueurs qui viennent des 3 points qui arrivent sous le cercle tout seul, où t'as ces choses-là. Après, c'est normal, t'as plus de situations de remise en jeu sur des touches que des systèmes en fin de match. Donc, surtout avec OKC qui a pris que des branlées presque sur toute la deuxième partie de saison. Oui, c'est ça. Mais après, non, en système, moi, je suis moins convaincu. Enfin, j'ai pas vu quelque chose de transcendant. Tu vois, je voulais parler justement de l'action face aux Spurs avec le buzzer beater de Lou Dort. Là, pour le coup, c'était vraiment un système qui était bien dessiné et pas un système qui a été hacké par un joueur du Thunder, comme j'ai pu le lire ici et là. C'était un système qui était dessiné à la base pour être fait comme ça. Après, ouais, en termes de système, en fait, Billy Donovan, on peut le critiquer autant qu'on veut. Moi, je trouve que ses ATO, ils étaient toujours excellents. Même ces systèmes en fin de match, quand Russ décidait pas de faire n'importe quoi, ils étaient souvent bons. Même des fois, ils tombaient pas dedans. Quand t'avais le grand Paul George là qui enchaînait des buzzer beaters, les systèmes sont hyper bien dessinés en fin de match. Ouais, mais rappelle-toi, je me souviens d'un match contre les Pels, je me demande si c'est pas à New Orleans, où t'as un système qui est dessiné pour Alex Abrines, qui est grand ouvert à 3 points en fin de match. C'est juste qu'il leur rentre pas, mais le système en soi est bien dessiné. Donc voilà, après j'ai pas trouvé quelque chose de révolutionnaire. Je trouve que contrairement à Billy Donovan, par contre, il prend mieux ses temps morts, mais en même temps mieux prendre ses temps morts que Billy Donovan. Je pense que c'est à la portée du premier venu globalement. Je savais que t'allais en parler, et c'est vrai qu'il gère mieux le flow du match. Bon, après, il doit souvent prendre des temps morts parce qu'on se fait défoncer, mais il gère mieux ça, quoi. C'est vrai. Ouais, mais après, je vais en parler parce que j'aime bien en parler, mais ça fait partie du coaching aussi, savoir prendre des temps morts, complètement. Savoir ne quand pas les prendre aussi. Ça c'est du coaching, c'est un truc qui se démocratise en NBA et qui a tendance à m'agacer. Mais oui, bon après il fait mieux que Billy Donovan, ça c'est sûr, mais je trouve que dans ses temps morts, il est mieux et du coup il ressort mieux. Enfin, il sait interrompre le flow du game quand ça va dans le contresens du Thunder, mais en sortie de temps mort, après, est-ce qu'il fait beaucoup mieux que Billy Donovan? J'ai pas l'impression. Billy Donovan, quand il prenait temps mort, c'était certes trop tard, mais il y avait une réaction. Que chez Degnault, je la vois moins. Il fait pas mieux, mais je trouve ça correct. Tu vois, j'ai déjà vu des trucs et tout, j'aime bien, tu vois, où tu te rebases un petit peu sur ce qui est fait avant dans les systèmes, etc. Je trouve ça plutôt cohérent. On verra que ça soit quand l'équipe sera un peu plus compétitive, encore une fois, quand il y aura plus de matchs serrés, ça permettra mieux de le voir, parce que là on a eu peu de situations comme ça, mais pour l'instant je suis plutôt positif là-dessus, on va dire. Oui, ça va. Pour un coach rookie encore une fois, hein, donc on va pas le juger comme si c'était Greg Popovich. Hein, on va finir en parlant un petit peu de son attitude maintenant, de comment on le perçoit, comment il a l'air d'être avec les joueurs, avec les médias, etc. Bon, déjà pour commencer sur les médias, je pense qu'il est très très apprécié de ce que j'ai pu voir, en partie parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il est jeune, parce qu'il semble accessible,
Je pense que c'est quelqu'un de très réfléchi quand tu l'entends parler, tu sais, qui réfléchit à ce qu'il dit, qui essaie de bien tourner les choses, etc. Et d'ailleurs, je crois que c'est Berry Tremel qui a fait un bel article sur ça, pour une Ah, fois. pour une fois. Où il explique en fait que Dane Holt, contrairement à beaucoup de coachs NBA, il n'hésite pas à donner des petites clés tactiques pour expliquer ce qui s'est passé sur un match ou ces choses-là, tu vois. Et c'est vrai que quand tu l'entends parler, il va dans les détails parfois, il explique les choses, etc. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que déjà, tu vois, tu sais, il sait de quoi il parle déjà, c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, et tu vois que il est dans cette, encore une fois, notion de... Alors lui est quelqu'un qui apprend beaucoup, mais je pense qu'il aime bien apprendre aux autres aussi, tu vois, bah, ça se ressent avec les joueurs, etc., dans son parcours. Donc ça, je pense que ça se dégage de sa personnalité. Globalement, si t'aimes pas apprendre, si t'aimes pas faire apprendre des choses aux gens, faut pas devenir coach de OKC en 2021, hein, globalement. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, alors après, moi le bonhomme, pour revenir plus sur le bonhomme, ou en tout cas l'image qu'il donne dans la presse ou sur un banc, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'être une personne agréable, qui a l'air d'être apprécié des joueurs et du management, même des médias. Alors après, on va regretter l'intégration dans le coach, dans le staff d'OKC, je vais y arriver, de ce bon vieux Royce Young. On n'aura plus des articles de qualité, tu vois, pour nous parler de Mark Daigneault. Mais ouais, alors après, relation avec les médias, moi je trouve qu'il est toujours correct. Alors après, encore une fois, saison de Covid oblige, ce bon vieux Brandon Rabar nous en avait parlé aussi. C'est pas des confs de presse, tu vois, où t'as 15 micros qui sont tendus en même temps, chacun pose sa question, donc t'as peut-être plus le temps d'avoir des réponses réfléchies que si vraiment t'étais dans le feu avec 3 questions qui arrivent en même temps. Mais ouais, bon rapport avec les médias, bon comportement. Alors après, on a OKC, donc globalement, les joueurs ou les coachs borderline, ça existe très peu. Mais oui, le bonhomme, de son comportement sur le terrain à son attitude dans les médias, me satisfait. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt humble, qui va pas pousser des colères outre mesure et à tort. Mais ouais, le personnage me plaît plutôt bien. On va peut-être parler un peu plus de son aspect avec les joueurs maintenant, parce que ça c'est quelque chose qui a été débattu cette année. Il a été encensé aussi par les joueurs qui disent qu'il c'est motivant de jouer pour quelqu'un pour qui s'investit, qui est proche d'eux, qui essaie d'établir une vraie relation de confiance avec eux, et encore une fois en tant qu'homme avant de joueur. Ça c'est quelque chose pour lequel il est réputé déjà. Ensuite, on le pensait peut-être pas aussi sanguin sur certains points. Bon, il parle peu à l'arbitre, mais avec certains joueurs, il peut s'énerver assez rapidement, il faut quand même le dire. Là, c'est quelque chose, on a déjà discuté toi et moi. Moi, ça me gêne pas selon la relation que tu as avec les joueurs, selon les joueurs que c'est. Il se permet plus ou moins, ça c'est clair et net. À voir ensuite comment ça évolue, ce qui se passe dans le vestiaire, etc. On se base sur des images encore une fois. Peut-être que donc toi, tu es peut-être un peu plus gêné de ça. Moi, ça me choque pas. J'ai quand même l'impression que ça se passe bien globalement avec le groupe, et quand je vois que les mecs étaient encore motivés sur la plupart des matchs quand tu te fais défoncer. Sur le dernier match sur le dernier, Clippers, tu ça vois. joue. Hein. Alors oui, on nous dira, ils veulent gagner un contrat, etc. C'est certain, mais ça allait quand même au-delà de ça, tu vois, parce que il y a des joueurs qui auraient pu en faire qu'à leur tête, etc. Ouais, bah après, alors pour revenir sur l'incident du coup avec Beasley, moi en fait c'est pas que je trouve ça, c'est pas que je cautionne pas, c'est juste j'aime pas cette mentalité qui est pour moi une mentalité très coach universitaire où en gros les joueurs sont un petit peu des esclaves et tu peux leur gueuler dessus et ils ont rien à dire. Je trouve que ça a moyennement sa place en NBA. Après, on n'a pas, c'est un extrait de 15 secondes qui a été potentiellement sorti de son contexte. Nous, on connaît pas la relation qu'entretient Mark Daigneault avec Beasley dans le vestiaire, donc on peut pas savoir. Au final, Beasley, c'est peut-être un joueur qui carbure à la critique, là où t'as des joueurs qui ont besoin qu'on les caresse un peu plus dans le sens du poil. Et au final, on parle de ça parce que Beasley applaudissait, oui c'est ça, il applaudissait devant lui, mais il a défoncé Malédon des matchs avant, il a défoncé Malédon, il en a Obi pris des une fois, bonne, ouais. et Malédon est pas du genre à réagir, tu vois, c'est juste parce que Beasley répondait aussi que ça a fait parler. Bah oui, parce que c'est surtout, en fait, je pense, c'est que de voir un joueur réagir à un coach qui l'engueule, des joueurs qui prennent des soufflantes par leur coach, il y a ça dans les 30 équipes NBA, hein, globalement, sauf aux Lakers où il n'y a pas de coach. Mais ça, c'est... ça, allez hop. Mais ils prennent une soufflante par LeBron, tu vois. Mais... Ouais, ils prennent une soufflante par LeBron, et puis quand ils prennent une soufflante, vu qu'ils sont tous vieux, il y a un rythme cardiaque qui augmente, donc vaut mieux pas les engueuler trop vite.
Mais non, mais il y a ça dans toutes les équipes. C'est juste que si t'as un joueur qui répond à un coach, c'est ça qui a créé la polémique entre guillemets ou qui a fait ressortir l'image sur les réseaux. C'est que généralement quand t'as un coach, enfin quand t'as un joueur qui répond à un coach, ça veut dire que l'ambiance est pas forcément au beau fixe. Et je suis pas sûr encore une fois que Darius Bazley ait eu raison en soi de répondre à Daigneault en applaudissant comme ça. Ouais, Alors, faut après, est-ce que faut c'était voir ce qu'il se mérité? disait, Voilà. ouais, On n'a voilà, pas le tu vois, contexte. faut voir. Ouais. Mais Darius Bazley, quand même, pour moi, et je suis pas convaincu non plus que ce soit le joueur le plus intelligent de la planète. Voilà, il y a des Je pense que joueurs. c'est un gamin. Je pense que Voilà, c'est c'est un l'un des gamin, plus c'est gamins de ça. l'effectif. J'aurais plus. Non, bah, je retire ce que j'ai dit. C'est pas. Je suis pas sûr qu'il a encore la maturité, tu vois, d'un Shea ou d'un Lou Dort, par exemple. C'est plus ça, ouais, c'est plus ça que de l'intelligence ou pas, je pense, ouais. Mais après, moi, c'est d'avoir Rich Paul comme un genre, forcément, ça me donne une mauvaise image du joueur. Mais ouais, donc en fait, c'est un épiphénomène. Globalement, c'est juste à OKC, il y a tellement rien que pour une fois, il y a une légère embrouille entre un joueur et un coach. Ça y est, on en a fait tout un plat. Mais dans sa relation avec les joueurs, j'ai vu personne le critiquer hormis ce contexte-là. Shea a souligné l'importance et l'appréciation qu'il avait de travailler avec Daigneault. Dort, globalement, il dit pas grand-chose. Malédon dit pas grand-chose non plus. Même Al Horford, Al Horford a pas critiqué Daigneault. Je crois même qu'il l'a remercié au moment où il a été transféré. Donc, il y a que des retours positifs sur Mark Daigneault. Donc je trouve que ouais, effectivement, c'est pas enfin c'est quelqu'un qui a apprécié des joueurs. Alors et on sait très bien, et moi je suis le premier à souligner que les joueurs, enfin les coachs qui font copa avec les joueurs, enfin ce qu'on appelle les players coach, c'est pas forcément la meilleure chose pour gagner en NBA. Je pense qu'il y a plein de franchises qui peuvent en témoigner. Mais ça reste quand même un point positif d'être apprécié par tes joueurs. Mais faut qu'il y ait quand même une certaine limite qui soit appréciée, que ça devienne pas Tyronn Lue en mode Tyronn Lue à Cleveland parce qu'au Clippers c'était mieux, et que ça devienne pas genre un boys, un pote des joueurs, et qu'il y ait quand même une certaine hiérarchie entre le joueur et le coach. Ouais. Ouais. Et une distance, ouais, c'est sûr et certain. Bon, là-dessus, je te rejoins complètement, hein. Après, à voir comment ça évolue, encore une fois, les futures années, comment sa relation avec Shea évolue aussi. Ça va être important à voir, ça, qui sera son vrai leader dès l'année prochaine, enfin, dès cette année, mais encore plus l'année prochaine. Tu vois, quelle relation ils ont. J'aime bien les moments où il prend les joueurs à part, où il t'explique, tu vois, que ça discute, que ça parle tactique, etc. Ça me paraît très important. Il y a des coachs qui le font plus ou moins, je pense qu'il le fait beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, moi, de voir, surtout pour des jeunes joueurs, surtout quand t'es dans plutôt une optique individuelle, vu que collectivement, bah, c'est très dur et que t'es pas au niveau et que t'as beaucoup de joueurs qui changent. Ça me paraît important. Il y a eu le changement de staff aussi. Parce que tu vois, Mochix avait quand même un rôle assez important justement dans ce côté, prendre les joueurs à part et leur discuter. Que Mochix, Donovan faisait pas. Ouais. voilà. Donc Mark Daigneault, il y a eu un renouvellement quasi complet du coaching staff avec son arrivée, avec l'arrivée de l'ancien coach intérimaire d'Enix il y a 2 ans dont j'ai oublié le nom. Oui, donc forcément, quand t'as plus Mochix qui avait non. Non, c'est pas Dave Bliss, je sais plus. Non, oui, je te dis non, oui, je te dis une connerie. Oui, non, oui, je vois de qui tu parles. Mais Oui. les gens qui regardent les matchs du Thunder verront de qui on parle, mais j'ai oublié son nom. Mais il était coach intérimaire des Knicks, avant l'arrivée du Pingouin. Mais oui, donc quand t'as plus le rôle, enfin quand t'as plus Mochix qui jouait ce rôle pas d'intermittent, mais de conseiller ou de maître Jedi en tout cas, de prendre les joueurs à part et de leur expliquer, bah forcément c'est Mark Daigneault qui doit le faire, et ça peut-être mener à des soufflantes un peu plus importantes que quand c'est Billy Donovan et qui se contentait entre guillemets de s'adresser au groupe et pas individuellement. Ah non, c'est sûr. Mais du coup, il a plus de responsabilités, etc. Il est plus proche des joueurs. Et bah, surtout à ce moment-là, lui c'est un coach rookie, etc. Je trouve que c'est intéressant pour lui d'évoluer comme ça en tout cas. Je retrouve pas le nom du C'est coach pas Mike que tu Miller? voulais. Si, c'est ça, je crois. Si, Je là je crois suis que tombé c'est sur Mike Miller. tout l'effectif de tout le coaching staff, il y a beaucoup de monde. Ah bah oui, il y a du monde. Pour conclure, je voulais juste poser une dernière question. Est-ce que Mark Daigneault sera uniquement ce coach de la reconstruction et du développement des jeunes, ou est-ce que déjà enfin, tu vois, est-ce qu'on le ferme à ça, ou est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il peut coacher une winning team, une équipe qui va un peu plus loin en playoff, etc. Est-ce que là, t'as déjà un avis, ou est-ce que tu t'attends encore? Ça, on en a déjà un peu parlé dans le podcast avec Bastien il y a 10 jours. Euh, eh,
la tendance en NBA se dégage quand même de plus en plus vers un coach qui te fait ta reconstruction, et à partir du moment où il y a l'effectif, allez hop, on change. Donc, je trouve pas que Mark Daigneault, après on peut pas savoir. En fait, pour l'instant, je ne sais pas, mais si tu regardes les parcours de beaucoup de coachs en NBA, la réponse penche plutôt vers le coach de reconstruction, et à partir du moment où ça va gagner, faudra passer à autre chose. Parce que vous regardez à Brooklyn avec Kenny Atkinson, ça a changé de coach. Vous regardez à Philly avec Brett Brown, ça a fait la reconstruction et puis finalement ça a changé de coach. Après ils ont pris Doc Rivers, donc globalement c'était pas forcément mieux, mais ça a changé de coach. Vous regardez Jason Kidd à Milwaukee, ça a changé de coach. Vous regardez vous regardez à Atlanta, Lloyd Pierce, ça a changé de coach. Enfin bref, il y a plein d'exemples dans l'NBA récente qui font que t'as souvent un coach qui se tape le rebuild et après t'en as un qui arrive et qui fait c'est bon, on a l'effectif pour gagner, allez hop, let's go. Donc je sais pas, pour moi Mario Daigneault c'est plus un coach, de ce que j'ai vu, c'est plus un coach de rebuild, un development player coach que plus un gagneur. Après au bout d'une saison on peut pas réellement avoir un avis définitif sur lui, donc c'est pour ça j'attends, je pense qu'on n'aura pas la réponse pour la saison qui arrive parce que OKC sera encore dans une période de rebuild. Je pense qu'on l'aura à partir du moment où tu auras un effectif qui sera capable sur le papier de viser plus haut que la 13e ou la 12e place de la conférence Ouest. Je suis plutôt de ton avis de base, parce que comme tu as dit, c'est la tendance en NBA, etc. Pour donner des arguments un peu contraires à ça, d'abord, c'est que Daigneault a aussi été pris pour son poste de coach, parce qu'il y a son expérience avec le Blue, où là, il a coaché des équipes assez loin dans les phases finales, etc. Donc c'est pas le même niveau, mais où il a dû s'adapter, mais où il a dû trouver des solutions collectives, avec des joueurs plus ou moins présents en plus. Enfin là où, tu vois, il a coaché des équipes qui allaient loin, où il a eu à faire face à de l'adversité, on va dire. Tu vois, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que, comme on l'a dit, c'est un gars qui est parti tout en bas et qui est monté petit à petit pour avoir ce poste-là. Donc, si tu suis sa logique de développement, lui aussi évoluera peut-être avec les joueurs et l'effectif et s'adaptera au moment où il faudra. On peut que l'espérer. Tu vois, l'adversité, à coacher en moment de play-off et quand ça devient dur, à réduire les rotations, à s'adapter de match en match, etc. Est-ce qu'il en sera capable? C'est un autre débat, mais tu peux espérer qu'il progresse lui aussi dans cet aspect-là, petit à petit, tu vois. Donc, à voir. Ça, ce seraient les éléments qui vont dans ce sens-là, tu vois. Ouais, bah, je te dis, moi j'attends. J'ai pas d'avis Ouais, sur mais ça. après, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Voilà, on en reparlera, je pense, dans 2 voire dans 3 ans, quand OKC aura un meilleur effectif. Parce que là, on peut pas savoir. On sera globalement en rebuild pour les 2 voire les 3 prochaines années. Donc, on verra à partir du moment où s'il est toujours là, Mark Daigneault, hein, ce qui est pas sûr d'ailleurs, on sait jamais. Mais on verra s'il est encore là, on verra à partir du moment où OKC deviendra une équipe qui visera les playoffs tout du moins. Ouais, je suis d'accord. On a le temps. On a le temps. Alors, clairement. Eh ben, Constant, merci beaucoup pour cet épisode. On a bien parlé au final de Mark Daigneault, plus d'1 heure. On a pris le temps de bien analyser tout ce qu'il avait fait à OKC cette année. J'en profite de cette fin d'épisode pour remercier tous ceux qui ont regardé le dernier épisode avec Bastien. Au moment où j'ai arrêté de regarder, vous êtes beaucoup, c'était plus de 6700 vues sur YouTube, je crois, quelque chose comme ça, beaucoup de commentaires positifs. Donc on vous remercie de tous les commentaires positifs, on vous remercie, bienvenue, comme tu l'as dit au début, à ceux qui nous découvrent, etc. On espère que ce deuxième épisode, si vous l'avez écouté en entier, vous a plu. N'hésitez pas à rentrer dans la grande famille du Thunder. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Pour ceux qui savent pas, vous pouvez nous retrouver du coup partout, Twitter, Instagram, le site web wearethunder.fr, podcast bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, bientôt le retour des live Twitch aussi, on vous prévoit un gros premier live, est-ce que ce sera le premier, je sais pas, mais un gros live aussi sera très marrant à suivre. On va revenir petit à petit aussi en même temps que la NBA, bien sûr, avec la saison qui arrive. Donc suivez ça partout, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et salut, à bientôt. Salut.